et après on passera à la table ronde. Ce que j'ai dit, c'est le Share des obligations aussi. À l'époque, les gens s'y ça, gros. Ça lui demande pas ce que c'est que puis s'il a pas de signer. Il ne connaissait pas de. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents. Merci beaucoup à Nicolas et Julien d'avoir fait leurs exposés. J'ai conscience qu'ils sont allés très vite et je me doute qu'un certain nombre d'entre nous sont un peu largués sur certains sujets. C'est possible. Donc n'hésitez vraiment pas à poser les questions parce que là, vous avez des vrais spécialistes devant vous, donc profitez-en. Je vais juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être justement en profiter pour vous montrer ceci et dire un mot sur l'organisation actuelle de la finance d'un point de vue extrêmement macro. En fait, à la fois Julien et Nicolas y ont fait allusion. Je vais essayer de le redire en 1 minute 30 pour essayer de clarifier ça au moins dans les esprits de tous. Vous imaginez que le système financier, en fait le système monétaire, pensez à une montagne. Vous pouvez penser au mont Sinaï, si c'est votre référence, ou bien au mont Olympe, si vous préférez la mythologie grecque. En haut de la montagne, vous avez la Banque centrale. Et en bas de la montagne, vous avez nous, c'est-à-dire nous autres, les citoyens qui vivons avec des euros, par exemple. En fait, la Banque centrale, elle vit dans un monde où il y a des euros, mais ce n'est pas les mêmes. Donc vous et moi, nous n'avons jamais vu des euros de la Banque centrale, dont a parlé tout à l'heure Nicolas. Entre les deux, il y a une cloison étanche. Et à moins que vous ne soyez banquier, vous n'aurez jamais accès aux euros qui sont en haut de la montagne. Bien qu'ils soient à parité avec les euros qui sont en bas de la montagne. Mais c'est deux monnaies complètement différentes qui ne se mélangent jamais, comme l'huile et comme l'eau, si on les superposait. La Banque centrale, comme l'a rappelé Nicolas, elle crée de la monnaie en permanence, mais les banques privées, la banque qui est au coin de la rue, crée aussi de la monnaie à chaque fois qu'elle nous accorde un crédit. C'est fondamental, parce que la plupart des gens ne le savent pas. Vous pouvez tester dans votre famille, dimanche prochain, au déjeuner dominical, vous demandez à la cousine ou au cousin d'où vient la monnaie, et puis vous lui ferez comprendre que ça ne pousse pas dans le pré, mais il aura du mal à vous expliquer d'où ça vient. En fait, ça vient des crédits octroyés par les banques privées en bas de la montagne. Ça, c'est notre monnaie. Et en haut de la montagne, ça vient de la création monétaire, des crédits octroyés par la Banque centrale, comme l'a redit Nicolas, la banque des banques, aux banques. Et donc, il y a deux sources. Et l'espèce de paradoxe qu'a souligné Nicolas tout à l'heure en disant mais comment ça se fait la Fed a créé 6 000 milliards, ou la BCE a créé 6 000 milliards et en fait le PIB européen n'a augmenté que de 2 000 milliards. Je passe sous la question, je repasse rapidement sur la question de la vélocité de la monnaie, on suppose qu'elle est constante. Mais en fait, parce que cet argent-là, comme l'a redit Nicolas, il a été absorbé par les marchés financiers, dont Julien nous a montré qu'il n'avait rien de vert, intrinsèquement. Alors donc, ça veut dire que les banques privées qui arrivent en haut de la montagne sont les seules qui ont accès, elles récupèrent la banque de la banque centrale, la banque centrale. Avec cet argent-là, elles ont droit elles-mêmes de créer de la monnaie, la nôtre, celle du bas de la montagne, et elles le font non pas pour nous, mais pour les marchés financiers. Ça va? Et donc, je vous montre ça parce que on est entré aujourd'hui dans une situation, point de vue de la finance globale, qui est extrêmement étrange, et à mon avis, qui explique en partie pourquoi disons, prendre en compte des contraintes écologiques est très compliqué pour le monde financier. Ce n'est pas une excuse. Les contraintes écologiques, évidemment, sont beaucoup plus fortes en vérité que nos conventions monétaires. On peut changer les conventions monétaires. On ne peut pas changer les deux premières lois de Terbo. Mais je voudrais expliquer un tout petit peu ce qui se passe. En fait, après 1945, vous aviez un circuit vertueux, ou apparemment vertueux, dans lequel c'était surtout les Américains et les États-Unis qui produisaient des produits industriels, qui nous les vendaient à nous, les Européens et les Japonais, et qui me prêtaient l'argent pour le leur acheter. Donc vous aviez la création monétaire des États-Unis qui prêtait à l'Europe. L'Europe utilisait cet argent pour acheter des produits industriels américains. Donc l'argent était émis là, transité par chez nous et revenait aux États-Unis. Ou bien par le Japon, il revenait aux États-Unis. Et donc c'était un cercle extrêmement vertueux pour les Américains qui nous ont prêté l'argent avec lequel nous leur avons acheté leurs produits industriels. À partir des années 70, comme vous le savez sûrement, le Bretton Woods a été cassé par les Américains eux-mêmes. Tout ça ne marchait plus très bien. La convertibilité hors du dollar était remise en cause. Je ne rentre pas dans ces détails. Un nouveau circuit s'est mis en place, en gros, à partir des années 90. Il a fallu 10 années d'ajustement, ou une grosse quinzaine d'années d'ajustement. Ce nouveau circuit était complètement différent, puisque dans ce nouveau circuit, la première usine du monde, c'était plus du tout les États-Unis, c'est la Chine, évidemment. Et donc là, on a un circuit qui s'est imposé dans les années 90 et qui a duré en gros jusque plus ou moins maintenant, en tout cas la décennie 2010,
où c'est la Chine qui est le principal pourvoyeur en produits manufacturés de la planète, hein, pour simplifier. Donc nous, des banques occidentales en Europe, aux États-Unis, au Japon, on a inclut le Japon dans l'Occident, créent de la monnaie pour que les consommateurs occidentaux achètent les produits chinois. Cette monnaie arrive en Chine. Donc en principe, il doit y avoir un flux monétaire de l'Occident vers la Chine. La Chine nous envoie des gadgets qu'elle produit dans ses usines, monnaie de rejeton, et donc la monnaie va en Chine. Mais la Chine, en fait, a réutilisé son surplus commercial, hein, le surplus de sa balance commerciale, en le réinvestissant dans les marchés financiers occidentaux pendant des années. En particulier à la City à Londres et à Wall Street, notamment en rachetant, par exemple, des titres de dette publique américains, européens, etc. Et donc, en fait, la monnaie, De nouveau, été créée par des banques occidentales, les États-Unis, en Europe. Elle a transité par la Chine et la Chine l'a réinvesti chez nous, en Angleterre, aux États-Unis. Et donc, Nicolas a dit tout à l'heure, à juste titre, que l'extraordinaire création monétaire par les banques centrales européennes, occidentales, pardon, avait favorisé des inégalités, parce que vous voyez bien que dans ce circuit-là, lorsque l'argent de la Chine revient dans la sphère financière occidentale, c'est pas vous et moi qui en profitons. C'est évidemment ceux qui touchent, c'est les actionnaires dont parlait Julien tout à l'heure et qui exercent une pression via le devoir fiduciaire de leurs mandants qui sont gestionnaires d'actifs, etc. Gestion de fonds d'actifs, etc. Ça va? Alors, ce deuxième circuit-là est lui-même interrompu, est lui-même grippé, parce qu'à partir des années 2009-2010, Pékin a compris que réinvestir dans les marchés financiers occidentaux, c'était pas du tout une bonne idée, puisqu'ils sont extrêmement mal régulés et donc très dangereux. Et donc Pékin a commencé à diversifier en fait l'usage de son surplus commercial, et puis aussi a commencé à arrêter de produire exclusivement pour l'Occident. Il a commencé à produire pour elle-même, pour la Chine. Et donc d'essayer des salaires augmentés sur la côte est chinoise, avec notamment des projets immobiliers pharaoniques, pour créer en fait une classe moyenne chinoise capable d'absorber les produits industriels chinois. Donc aujourd'hui, la balance commerciale entre l'Occident et la Chine est à peu près nulle. Autrement dit, il n'y a plus d'argent que la Chine pourrait renvoyer en Occident comme surplus commercial qu'elle gagnerait grâce aux gadgets qu'elle nous vend. Alors ceci a un impact. Alors d'abord, ça pose une énorme question qui est: qui va être l'usine de l'Occident dans les décennies qui viennent? C'est pas notre sujet aujourd'hui, donc je ne rentre pas là-dedans. Mais ça pose aussi une autre question à la finance, et c'est là que ça rejoint la question de la finance verte, qui est: qui va financer la finance? Pourquoi? Parce que les marchés financiers, par exemple, prenons le marché actions, fonctionnent de la manière suivante. Moi, je suis un investisseur et je crois, par exemple, dans les actions, disons, Elon Musk. Je veux les acheter et je pense que le prix de ces actions va augmenter. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon banquier et je lui emprunte de l'argent. Autrement dit, il y a de la création monétaire qui intervient à ce moment-là. Et comment est-ce que mon banquier crée de l'argent? Il a le droit de le faire, mais il a d'autant plus le droit de le faire si la Banque centrale, par ailleurs, lui a prêté l'euro du sommet de la montagne à prix nul, un taux d'intérêt nul, par exemple, ce qu'elle a fait pendant plus d'une dizaine d'années. Donc le banquier me prête de l'argent, et là on parle de millions, et avec cet argent, j'achète des titres, des actions Elon Musk, par exemple. Bon. Si tout le monde fait ça, évidemment, le prix d'action va augmenter. Et donc, dans 6 mois, je serai beaucoup plus riche que je n'étais aujourd'hui. Dans 6 mois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à rembourser la banque avec le taux d'intérêt qu'elle m'a exigé, qui n'est pas très élevé, mais bon quand même. Et puis, je vais continuer de parier sur la montée. Donc, éventuellement, je vais réemprunter à cette banque. Tout ceci fonctionne très bien. Et donc, vous voyez, ça fait une bulle. C'est comme ça que la bulle financière peut gonfler. Elle gonfle à la mesure de la capacité des investisseurs financiers à s'endetter pour alimenter la bulle, donc pour parier sur la hausse du prix des actifs financiers. Tout ceci marche très bien tant que le prix des actifs financiers continue d'augmenter et tant que les banques continuent de prêter. Il y a un moment où, éventuellement, les prix des actifs arrêtent d'augmenter pour des tas de raisons. Par exemple, on commence à avoir des doutes. Est-ce que l'IA ne serait pas un peu surévaluée? Est-ce qu'on ne serait pas sur une grande bulle IA? Que sais-je? Bon. Alors à ce moment-là, il faut quand même que les investisseurs remboursent les banquiers, parce qu'ils ont une dette qui est colossale à rembourser auprès de la banque. Alors, comment est-ce qu'ils font? Le seul moyen pour eux de le faire ça, c'est soit de vendre leurs actifs financiers, mais ça, malheureusement, s'ils sont nombreux à le faire, ça provoque un krach, hein, soit d'avoir recours à des revenus qui ne viennent pas de la sphère financière, des revenus qui viennent de l'économie réelle. Et c'est là que le flux de revenus qui provenait de la Chine pendant plus de 20 ans a joué un rôle central dans l'alimentation du secteur financier occidental.
parce que la Chine fournissait en fait un flux de revenus qui venait d'ailleurs, qui venait de la transpiration des ouvriers chinois, pour permettre en fait implicitement aux investisseurs d'avoir de l'argent qui leur permette de rembourser les banquiers, même lorsque le prix des actifs n'augmente pas. Alors, ce flux-là a commencé à se tarir dans les années 2010, et comme par hasard, heureusement, disons, pour éviter que l'effondrement de la bulle financière ne se produise immédiatement, les banques centrales ont mis en place la politique de quantitative easing dont on a parlé. Autrement dit, les banques centrales se sont substituées à la Chine comme grand pourvoyeur de liquidités pour les investisseurs financiers. Ça va? Qu'elles ont arrosé, en fait, à coups de milliers de milliards, les banques qui sont en haut de l'Olympe, qui ont utilisé cette monnaie banque centrale pour s'autoriser elles-mêmes à faire des crédits très très bon marché pour continuer d'alimenter les bulles spéculatives sur les marchés financiers. Ça va? Et donc la grande question qui est posée aujourd'hui, c'est si on arrête les politiques de quantitative easing des banques centrales, et si la Chine continue de refuser d'être l'esclave du monde de l'Occident, c'est-à-dire d'être l'usine qui nous permet de vivre bon marché, comment va-t-on continuer d'alimenter la bulle financière? C'est ça qui fait quand même globalement penser à un certain nombre d'observateurs que nous serions pas très très loin d'un possible nouveau crack financier, qui n'est pas du tout exclu dans les mois qui viennent. Après, on peut rentrer dans le détail de pourquoi, d'où ça vient, etc. Mais globalement, la logique, à mon avis, au niveau global, au niveau mondial, c'est celle-là. Et donc ça, je crois, ça nous aide à comprendre pourquoi on est aujourd'hui dans cette situation où, contrairement à ce qui nous est dit, peut-être la finance n'est pas du tout en bonne forme, pas du tout du tout. En fait, elle a très très peur, au contraire, d'être victime de nouveau d'un grand krach financier. Alors, vous imaginez bien que les questions que pose Julien qui dit mais vos obligations vertes, elles ne sont pas additionnelles. Autrement dit, l'obligation verte finance la plupart du temps des choses qu'on aurait financées sans elle. Donc, c'est ça l'additionnalité. Je redis parce que Julien l'a dit, mais très très vite. L'additionnalité, ça permet de financer des projets additionnels qu'on n'aurait pas financés sans ces obligations vertes. Et la réponse est non. Il n'y a pas d'additionnalité. Je viens vous la montrer tout à l'heure. Et pour vous citer une anecdote, et je vous en citer une deuxième, et après je vais quand même arriver sur la COP30, j'ai parlé de cette question-là dans un séminaire de la Caisse des dépôts il y a quelques années, à l'époque où j'étais encore chef économiste de l'AFD, donc une position institutionnelle respectable. Et donc j'ai dit, ben voilà, moi j'ai quand même des grands doutes. Peut-être c'était après ton article, Julien, sur l'additionnalité des obligations vertes. Alors je le dis de manière polie quand même, parce qu'on est entre gentlemen, mais quand même. Et puis après ça, il y a des petits fours, voilà. Et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit, bon, monsieur, nous sommes d'accord, c'est la dernière fois que vous parlez d'additionnalité. Donc c'est un vrai sujet et on vous menace d'une façon un peu mafieuse, quoi. Vous fait une proposition que vous ne pourrez refuser si vous continuez de parler d'additionnalité. Puis deuxième anecdote, ça rejoint un tout petit peu ce que disait Nicolas tout à l'heure, sur la neutralité de la banque centrale. Donc ça, c'est un dogme absolument terrible. La banque, comme la monnaie est supposée être neutre, c'est-à-dire être un voile, comme l'a dit Nicolas, c'est-à-dire si vous multipliez par 2 la quantité de monnaie en circulation, c'est supposé ne pas avoir d'autre impact que de multiplier par 2 le niveau général des prix, sans modifier les prix relatifs entre eux, ce qui n'est évidemment pas vrai du tout. Et voilà, ça c'est le dogme, c'est la théorie, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants dans les universités d'économie. Alors la Banque centrale ne peut pas, prétend-elle, se permettre de favoriser tel ou tel secteur. Ce que, en France, par exemple, elle a fait allègrement, et pour le bonheur de tous, pendant les 30 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'ai participé à un déjeuner avec le président de la République, je ne sais pas en quelle année, 2015-16, où on se dit, oui, alors la Banque centrale, elle ferait bien d'avoir une politique monétaire verte. Par exemple, elle pourrait faire ce que disait Nicolas, c'est-à-dire conditionner la création monétaire au sommet de l'Olympe, qu'elle donne aux banques, au fait que les banques qui mettent en collatéral, c'est-à-dire en hypothèque, en garantie des actifs auprès de la Banque centrale à chaque fois qu'elle lui emprunte de la monnaie, ne soient autorisées qu'à mettre que des actifs verts. Bon, en tout cas, un peu verts, prétendus verts, en tout cas, qui essayent d'être vertueux. Oui, puisqu'à chaque fois qu'en haut de l'Olympe, la Banque centrale crée la monnaie, elle la prête aux banques, mais les banques ne peuvent pas juste prendre cette monnaie comme ça, il faut qu'elles mettent quand même en collatéral, comme vous mettez votre maison en hypothèque, comme vous faites après immobilier. En fait, votre maison implicitement sert d'hypothèque pour le collatéral pour la banque. Bon, mais là, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas une maison que la banque met en collatéral, ça peut être, comme l'a rappelé Nicolas, des titres de dette publique, d'autres actifs, peu importe, des actifs qui sont déclarés ou considérés comme éligibles par la Banque centrale. Alors la Banque centrale pourrait dire, moi, je considère comme éligible que les actifs verts.
Alors ça aurait un impact énorme. Parce que si une banque ne peut se refinancer qu'à condition d'avoir des actifs verts, je peux vous dire qu'elle va chercher des actifs verts partout. Alors le président de la République me dit, ah ben, c'est une très bonne nouvelle, allez dire ça à Benoît Cœuré. Qui est Benoît Cœuré? C'est un camarade de promo, de ma promo à moi, de l'ENSAE, qui a Félix juste avant, et qui est à l'époque au bord de la BCE. Actuellement, maintenant, il est à la BRI, la Banque des Réunions Internationaux, où il fait un excellent travail, c'est un excellent haut fonctionnaire français. Alors, le président Hollande et Gaël, allez dire ça à Benoît. Très bien. Bon, j'y vais quand même tout fier d'avoir une mission présidentielle. Je suis à Francfort et je parle à Benoît dans le building de la BCE. Et Benoît me dit, mais c'est impossible. Moi, je suis tenu d'être monétairement neutre, donc je ne peux absolument pas favoriser un secteur plutôt qu'un autre. En particulier, si je me mettais à conditionner les prêts de la Banque Centrale Européenne à des collatéraux verts, je ferais du sectoriel. Vous voyez, je favoriserais un secteur, le secteur vert. Ce à quoi je lui réponds, mais le carbone, c'est pas un secteur, c'est transversal, c'est universel le carbone. Ah non, cher gars, c'est un secteur parmi d'autres. Vous voyez, donc c'est ce genre de discussion qu'on a en vrai, comme on dit. Vous voyez, en vrai, c'est comme ça que ça se parle. Donc je dis ça pour donner un tout petit peu de chair à ce qu'a dit Nicolas très vite. Ça va pour le contexte? Alors, la COP 30. Donc c'était l'automne dernier à Belém au Brésil. C'est la première fois qu'il y a une COP qui a lieu en Amazonie. Donc Belém est une ville qui est à la fois sur la mer et à l'entrée de l'Amazonie. Et je peux vous dire que ça se sentait sur place. C'était un climat extrêmement chaud et humide, que j'ai adoré personnellement. Mais voilà, apparemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être le Premier ministre d'Allemagne est arrivé en disant, alors là, il fait vraiment beaucoup trop chaud dans ce pays, c'est insupportable. Il m'a dit très fort devant tous les micros, c'était assez maladroit, plus loin qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui était attendu lors de la COP 30? Était attendu en fait un événement qui n'a pas vraiment eu lieu. C'est en ce sens-là que beaucoup d'observateurs étaient déçus. C'est, je vais décrire ce que ça veut dire, la prise en compte du Global Stocktake dans les NDCs. Donc ça, c'est du jargon de la COP. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 ans, à la COP précédente, enfin pas la précédente, l'antépénultième, la communauté internationale qui se réunit à la COP, c'est les Nations Unies, avait décidé de lancer le Global Stocktake, qui est une revue tous les 5 ans des progrès qui ont été faits en termes de mitigation, donc réduction des émissions et ou d'adaptation, par les parties membres des Nations Unies. Donc c'est une façon de dire à la communauté internationale, mais c'est surtout pour les réductions des émissions. À la COP 21 à Paris, rappelez-vous en 2015, on a tous signé qu'on ferait tout pour rester en dessous des 2 degrés et pour rester aussi proche que possible des plus d'1,5 degré. Vous savez qu'on n'a pas fait du tout ce qu'on avait promis. Vous savez que tous les scénarios aujourd'hui raisonnables de climatologues nous emmènent à bien plus qu'au plus de degrés à la fin du siècle et qu'on pourrait même franchir le plus de degrés avant 2050. Vous savez, un certain nombre de scénarios tout à fait réalistes où on dépasse le plus de degrés avant 2050. Vous savez aussi que plus 1,5 degrés, on est sûr de les franchir. C'est trop tard. Je ne connais aucun scénario réaliste dans lequel on reste en dessous des 1,5 degrés. Vous savez peut-être qu'on le savait déjà en 2015, c'est pas une surprise, mais en réalité, disons, la communauté internationale a décidé quand même de se donner comme objectif un peu hypocrite de tout faire pour rester aussi proche que possible des 1,5 degrés. Pourquoi? C'était à la demande des îles du Pacifique, les petites îles Tuvalu et autres, qui vont être submergées par la montée du niveau de la mer, de manière qu'elles puissent réclamer des dommages et intérêts. En disant, vous étiez engagé en 2015, vous ne l'avez pas fait, nous, notre territoire a disparu, on demande des dommages et intérêts. Donc c'est dans cette perspective-là que, tout en sachant que c'était impossible, on s'est engagé à rester aussi proche que possible avec 100 degrés. Bon. Donc, à l'époque, en 2015, tous les pays membres ont donné ce qu'on appelle un NDC, Nationally Determined Contribution, contribution nationale déterminée. Ça veut dire un scénario par lequel le pays s'engage à réduire ses émissions suffisamment pour contribuer au fait que nous restions en dessous du plafond des plus de degrés Celsius de réchauffement planétaire. Vous savez que ceux qui ont été apportés en 2015 à Laurent Fabius, à l'époque, qui était l'ambassadeur de la COP, ne suffisaient pas, déjà en 2015. Donc, indépendamment de la question de savoir si ça a été mis en œuvre, même en faisant l'hypothèse que tout le monde tiendrait ses promesses, ça ne suffisait pas à faire en sorte qu'on reste en dessous des 2 degrés.
Donc la communauté internationale a quand même compris ça, les diplomates ont dit OK, en fait on n'a pas été suffisamment ambitieux, donc on va s'obliger à en faire plus. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, et ça a mis beaucoup de temps, vous voyez, il y a 2 ans, on décide de faire cette revue quinquennale des efforts effectivement fournis par les parties membres des Nations Unies pour vérifier qu'on fait quelque chose qui va dans le bon sens. Et puis, ce qu'on espérait à la COP30, c'est que, comme vous voyez, on est quasiment à mi-chemin des 5 ans, hein, des 2 ans après, 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Donc, on est à mi-parcours. Des pays révisent leur NDC, donc leur stratégie de décarbonation, en tenant compte des enseignements des Global Stocktake. C'était ça qui était espéré. Voilà. Donc ça voulait dire, on n'espérait pas un traité, on n'espérait pas des grandes déclarations, mais on espérait quand même une révision précise par chaque pays, surtout les gros pollueurs, évidemment, ce que font les îles Tuvalu, voilà. En tenant compte de la revue quinquennale qui est déjà en cours, et donc des informations fournies par la revue quinquennale elle-même, pour ajuster vers la hausse, hein, vers plus d'ambition, les NDC. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas un secret, ça n'a pas été fait. C'est ça la grande déception de la COP. Rapidement, dans la COP, il y a 2 zones, vous le savez, la zone bleue et la zone verte. La zone bleue, c'est là que vraiment les choses se passent. La zone verte, c'est là que la société civile vient discuter. Évidemment, ceux qui sont dans la zone bleue ont un peu tendance à, je ne sais pas mépriser, mais à estimer que la zone verte, c'est du tourisme. Ce qui n'est pas complètement vrai, puisqu'en fait, comme j'étais dans les deux, je peux vous dire, il y avait un certain nombre de séminaires et de présentations et de conférences qui étaient plus intéressantes dans la zone verte que dans la zone bleue. La difficulté de la zone bleue, c'est que vous parlez au nom du pays ou de l'institution que vous représentez. Et donc, évidemment, vous êtes contraint. Et, disons, la liberté de parole est bien moindre. Ça, c'est normal. Mais, en revanche, ce que vous dites dans la zone bleue engage beaucoup plus que ce que vous dites dans la zone verte où ça n'engage personne. À part vous-même, éventuellement. J'ai pas le temps de... Voilà, ça je l'ai dit un tout petit peu. Voilà, Ops, ça j'en ai parlé. Alors, donc le finance gap, comme on dit dans le vocabulaire, c'est quoi? C'est l'idée que on a besoin de financer. Alors, Nicolas tout à l'heure a montré des graphiques à toute vitesse qui sont un rapport, donc, comme Nicolas l'a dit, de l'Institut Rousseau, qui était, je le redis quand même un petit peu, ça vaut la peine de le redire, nous avons été, je dis nous, l'Institut Rousseau, parce que je me sens partie prenante, nous avons été les premiers à fournir un rapport avec une stratégie de décarbonation nette zéro en 2050 pour l'Union européenne, financée, avec des euros. Notamment le PTEF de notre ami Jean-Marc Jancovici n'a pas d'euros. Il donne des kilowattheures, des tonnes de ciment, si vous voulez, mais il n'a pas les euros. Donc on a été les premiers à le faire. Pisani-Ferry et les autres sont venus après nous, et il y a fort à parier qu'ils nous ont lus avant de faire leurs propres calculs. Peut-être même parfois ils ont fait semblant de faire des calculs et ont lu, on a décrit, c'est tout, c'est possible. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas complètement exclure. Mais voilà. Et donc dans ce rapport qu'on a présenté au Parlement européen en janvier 2024, on a montré, c'est ce qu'a rappelé Nicolas, que si on veut la décarbonation nette, c'est-à-dire avoir des émissions résiduelles en 2050 au niveau de l'Union européenne, qui soient suffisamment faibles pour qu'elles puissent être absorbées par les forêts européennes, ce qui suppose de les conserver par ailleurs, eh bien, ça coûterait à la fois, bon, pour une grosse partie, une réorientation de flux financiers qui existent déjà, c'est ce qu'a montré Nicolas, et un coût supplémentaire, parce que malheureusement, ça ne peut pas être juste gratuit, de 2,3%, je me corrige Nicolas, 2,3% en moyenne du PIB de l'Union européenne tous les ans. Ce qui n'est pas du tout extravagant. L'Afrique du Sud a fait un calcul analogue, c'est très intéressant, elle est arrivée à peu près au même chiffre, 2,5% de mémoire. Donc ça n'est pas gratuit, mais ça n'est pas non plus, ça coûte beaucoup moins cher que le plan Rearm Europe de Madame Ursula von der Leyen, par exemple, au hasard. Voilà. Et à mon avis, on pourrait très bien faire les deux, c'est-à-dire avoir une armée européenne intelligente et financer la décarbonation nette d'Europe. Alors, ça, c'est au niveau européen. Si on passe au niveau mondial, les choses, malheureusement, se compliquent parce que ça coûte beaucoup plus cher, globalement. Combien ça coûte? Plusieurs estimations ont été faites. Moi, j'ai fait un papier il y a quelques années où on estimait qu'à 90 000 milliards de dollars d'ici 2050, et à l'époque, on était en 2020, donc c'était en 15 ans, pour avoir juste les infrastructures. C'est uniquement du CAPEX, pour reprendre le vocabulaire de quelques-uns. C'est pas de l'OPEX, uniquement des investissements pour avoir des infrastructures vertes qui nous permettent de rester en dessous, ou pas trop loin, du seuil des plus de degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de notre planète. 90 000 milliards. Alors,
évidemment, quand on jongle avec ces milliers de milliards, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En gros, c'est l'ordre de grandeur du PIB mondial. Le PIB mondial a dépassé les 100 000 milliards il y a quelques années, et c'est de cet ordre-là. Donc si vous devez le faire en 15 ans, ça veut dire que tous les ans, il faut mettre 6, 7, 8% du PIB mondial dans cette affaire-là. Vous voyez? Donc ça coûte cher. 6-7%. Au niveau européen, on est à 2,3%. Au niveau mondial, c'est plutôt 6-7%. Si on veut le faire dans les 15 années qui viennent, et c'est uniquement du CAPEX. Et c'est uniquement, comme l'a rappelé Nicolas aussi, de la décarbonation. Donc on ne parle que de la question énergétique. On ne parle pas de biodiversité, du cycle de l'eau, etc. Ça va? Question, où va-t-on trouver les 90 000 milliards? Et c'est ça la question, si vous voulez, de survie de la planète, c'est qu'il faut bien trouver un moyen de les financer. Donc si vous voulez, c'est cette question-là qui hante les diplomates, ceux qui ont une conscience, et les activistes qui viennent au COP tous les ans, en espérant que chaque année, on arrive à trouver des solutions. Donc on en est loin, malheureusement, du point de vue des financements. Alors, j'essaie d'aller rapidement parce que sinon on ne va pas y arriver. Alors, pour ce qui est, si vous voulez, voilà, pour vous donner juste quelques chiffres, pour ce qui est uniquement de ce qu'on appelle les EMDs, c'est-à-dire les marchés émergents et les économies en développement, c'est-à-dire en gros tout le monde sauf l'Occident. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque en gros 2000 milliards tous les ans de financement du côté de la transition énergétique, non pas uniquement du carbone pour l'instant. 2000 milliards, hein, c'est un peu moins que, il me reste 5 minutes, que le PIB français. C'est des sommes qui ne sont pas du tout extravagantes, mais on n'a aucun moyen pour l'instant de les débourser, et la COP 30 n'a pas trouvé de solution. C'est ça donc si vous voulez, l'enjeu pour tout le monde, c'est on est conscient des dangers, on est conscient du fait que ça coûte quelque chose, on essaie de trouver de l'argent, ceux qui en ont évidemment refusent de le dépenser, et chaque année, il y a une espèce de duel pour essayer de forcer les uns les autres à sortir un peu quelque chose du porte-monnaie. Donc, comme il reste juste 5 minutes, je vais dire oralement, en gros, ce qui a été acquis, c'est des engagements nettement plus sérieux que les années précédentes pour ce qui est de l'adaptation. Donc ça, c'est une prise de conscience du fait que le réchauffement climatique est déjà engagé, que d'une certaine manière, c'est au moins partiellement déjà trop tard. On va souffrir des dérèglements climatiques, on va dépasser les A+1,5 degrés, on va très vraisemblablement atteindre le plafond des 2 degrés, et les plus jeunes d'entre nous vont probablement connaître une planète à plus ou plus de degrés, ce qui voudrait dire une Europe à plus 3 degrés. Voilà. Donc il faut s'adapter. Alors du coup, il y a une bien meilleure volonté aujourd'hui pour financer l'adaptation que la réduction des émissions elles-mêmes. Comme si, d'une certaine manière, la planète finance s'était dit, bon, ben voilà, c'est trop tard, ça ne sert pas à grand-chose de financer la réduction, donc on va au moins essayer de s'adapter un petit peu. Bon. La difficulté, c'est que les engagements qui ont été pris, qui sont en gros de multiplier par 3 le financement par la communauté internationale des efforts d'adaptation, a été acquis, mais repoussé à 2035. Donc, je ne sais plus lequel d'entre vous a utilisé l'image du mur. C'était toi, Julien. Voilà. Quand on s'approche du mur, soit on fait comme s'il n'existe plus, on s'enterre, puis on attend, soit on repousse le mur. Donc là, on a dit, oui, on va le faire, le mur a augmenté, mais on l'a repoussé de 5 ans. Hein. Pour lui le faire 2030, on a fait 2035, mais entre-temps, on a triplé les engagements. Alors, ceux qui voient le verre à moitié vide pour vous dire, oui, mais 2035, c'est pour trop tard. Ceux qui voient le verre à moitié plein pour vous dire, ah oui, mais on a quand même multiplié par 3. Bon. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a fait une innovation, le TFF, pardon, tout à fait inédite. C'est la première fois qu'on fait ça dans une COP. La communauté internationale s'est engagée à créer un fonds perpétuel de financement pour les pays qui ont des forêts tropicales qu'ils veulent protéger. Donc, qu'est-ce qui est derrière ça? Les méga incendies qui ont détruit l'Amazonie sous Bolsonaro, et pour lesquels le Brésil de Bolsonaro ne faisait pas grand-chose. Le Brésil de Lula essaie d'en faire beaucoup plus. Voilà. Et ce qu'on a derrière ça aussi, c'est l'exemple de Yasuni, si vous vous souvenez, c'est un grand parc qui est un hotspot écologique en Équateur en 2011. À l'époque, en 2011, l'Équateur a dit, en fait, j'ai découvert du pétrole sous Yasuni. Je suis prêt à ne pas exploiter ce pétrole, mais c'est un manque à gagner considérable. Je demande à la communauté internationale de me reverser une partie du manque à gagner, qui était une fraction dérisoire de ce à quoi l'Équateur renonçait. Le résultat, ça a été que la communauté internationale n'a mis que 3 centimes à l'échelle mondiale, il y a quelques centaines de millions pour compenser l'Équateur. Donc 2 ans après, l'Équateur a dit si personne ne joue avec nous, on va quand même exploiter le pétrole. Ce qu'ils ont fait, mais
il y a 2 ans maintenant, il y a eu un référendum en Équateur et les Équatoriens ont voté la cessation de l'exploitation du pétrole sous Yasuni. Donc il faut en fait, c'est extraordinaire, c'est la société civile qui dit aux financiers, mais ce que vous n'êtes même pas capable de faire, nous on va le faire. On renonce à la prospérité macroéconomique du pays que nous apporterait le pétrole. Ils pourraient le croire. En fait, vous savez bien que les pays qui ont du pétrole, en général, ça ne profite pas beaucoup à la population pauvre, malheureusement. Mais enfin, ils pourraient croire que ça pourrait leur bénéficier. Ils renoncent à ça pour préserver Yasuni. Bon, ce qui est, à mon avis, c'est la première fois que, en tout cas, il y a démocratiquement une décision qui est prise de cette nature. Alors, tout ça pour dire, donc le TFFF, c'est un fonds international dans lequel, pour l'instant, c'est des sommes absolument dérisoires, 7 milliards, c'est rien du tout, mais qu'on va placer sur les marchés financiers, évidemment, ce qui est très, très dangereux, c'est que du coup, on rend la survie de ce fonds dépendant des marchés financiers, et dont les intérêts vont être versés à tous les pays qui s'engagent et qui vont utiliser cet argent pour défendre les forêts tropicales, protéger les forêts tropicales. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus d'horizon. Ils m'ont dit, c'est pour toujours. C'est la première fois, à ma connaissance, que la communauté internationale prend un engagement éternel. Donc ça dit, alors c'est là on pourrait dire, bah oui, mais de toute façon, ça, dans 30 ans, ils seront tous morts, il y a quoi, en quoi est-ce qu'ils engagent la génération suivante, on ne sait pas trop, bon, mais quand même, disons symboliquement, ça veut dire que la communauté internationale comprend que la protection des forêts, ce sera pour toujours, qu'on aura besoin pour toujours de nos forêts et que l'effort de financement pour empêcher les méga incendies de détruire nos forêts, ça ne va pas s'arrêter au 22e siècle, ça va continuer jusqu'à la fin des temps, si je puis dire. Bon. Ça, c'est très intéressant. Troisièmement, pour la première fois, il y a une reconnaissance explicite, je suis à 1 minute, j'ai bientôt fini, des droits des indigènes. Alors, je vous ai mis une jolie photo, parce que j'y tiens en fait, de Patricia Walinga, voilà, qui est ici, qui est une amie, c'est la leader des Salayaku. Les Salayaku, c'est une population indigène dans l'Amazonie, dans la partie équatorienne de l'Amazonie, où je suis allé en 2023, ils m'ont invité, donc on a pris la pirogue, tout ça, comme dans les films, et puis on est allé dans le village que vous voyez à droite, là, qui est au milieu de la forêt. Voilà, il y a des jaguars, il y a tout ça, puis des anacondas dans la rivière, bon, et des sables mouvants. Et en fait, Patricia est devenue la porte-parole des populations indigènes amazoniennes auprès des Nations Unies, et elle était là à la COP, donc je l'ai trouvée, j'étais très content de la revoir. Bon, mais surtout, ce qui a été obtenu, c'est la reconnaissance des droits des indigènes sur on pourrait dire les terrains incognitae, pour parler un peu comme Mathieu, à l'intérieur de l'Amazonie. Parce que vous avez des territoires qui sont évidemment, admettons, sur le territoire équatorien, mais personne n'en est propriétaire. Après, on pourrait dire l'État, très bien, ok, mais il n'en fait rien, donc puis il n'est même jamais allé sur place. Et puis, dès qu'une entreprise arrive, par exemple, ça c'est un vrai problème au Brésil, et dès qu'une entreprise arrive, déboise un petit peu la région, et elle plante son drapeau, et dit maintenant c'est à moi. Ce territoire est à moi, je peux l'utiliser. Et s'il y a des Salayaku ou n'importe quelle tribu indigène qui vit là, ça n'a aucune. Enfin, je veux dire, c'est tant pis pour eux. Donc, ce qu'ils ont obtenu là, pour la première fois, c'est que la communauté internationale consent à ce qu'au sein du droit national dans tous les pays, on puisse imposer la possibilité pour les populations indigènes de déclarer le territoire sur lequel nous vivons, c'est le nôtre. Et une entreprise, quelle qu'elle soit, n'a pas le droit d'aller détruire l'écosystème naturel dans lequel nous vivons, sans au moins, par exemple, le dédommager. Quelque chose de cette nature. Alors, ça vous paraît peut-être un accessoire, mais en fait, c'est absolument fondamental pour les populations indigènes. Quatrième élément, la question féministe. C'est un peu étonnant, mais voilà, c'est heureux. Donc, vous avez des revendications qui sont liées au fait que les principales victimes du réchauffement climatique sont d'abord les femmes. Je ne sais pas si vous êtes conscientes de ça, mesdames, mais les femmes sur la planète sont les premières victimes parce qu'elles sont les plus exposées dans les zones pauvres, qui travaillent en étant elles-mêmes exposées aux risques climatiques. Et donc là, pour la première fois, il y a une reconnaissance pour les efforts d'adaptation du fait qu'il faut cibler la population féminine. Et il y a une jonction, et ça aussi c'est inédit, des revendications indigènes et féministes. Et donc, si vous voulez, c'est à la fois c'est de l'écoféminisme post-colonial, pour parler le vocabulaire de la tribu parisienne. Alors, encore un autre élément, à mon avis, très intéressant, je vais m'arrêter là, sachant qu'il y a 55 slides, donc vous les aurez. Il y a un autre élément très intéressant qui est, pour la première fois également, à la COP30, vous avez une réunion des 30 ministres des Finances qui comptent sur la planète, qui se sont réunis et qui ont discuté de quoi ? De ce dont je vous parle, ou de ce dont on vous a parlé depuis tout à l'heure, bon, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, mais le point important, c'est qu'ils se sont réunis. Or, c'est la première fois. Jusqu'à présent,
le seul cercle dans lequel ces ministres-là pouvaient se rencontrer, c'est ce qu'on appelle les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, qui ont lieu 2 fois par an, une fois au printemps, une fois à l'automne, et toujours au printemps à Washington. Elles viennent de se terminer il y a une semaine, cette année. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté internationale comprend et reconnaît explicitement que désormais, le climat, c'est un enjeu transversal, pas simplement pour les hippies militants de Extinction Rebellion, je dis ça en toute amitié, hein. Je fais semblant d'adopter le vocabulaire et l'imaginaire des ministres des Finances, mais également pour les gens sérieux qui font de la finance de marché ou qui s'occupent des finances publiques, qui vont aller en parler ensemble. De sorte que la COP, si ça continue, et j'espère bien que ça va continuer, pourrait devenir en fait l'enceinte dans laquelle on peut parler des questions multilatérales, toutes questions confondues. Et c'est la première fois. La même chose vaut pour la question du commerce international, qui a été discutée également pour la première fois par les diplomates envoyés à la COP. Donc à l'intérieur de la zone bleue, vous avez, on pourrait dire, une zone de bleu foncé, qui est celle où les diplomates discutent d'un éventuel traité. Il n'y a pas eu de traité cette année, mais ces diplomates ont des mandats qui leur sont donnés par leur ministre des Affaires étrangères, ou par le gouvernement pour lequel ils travaillent. Bon. Et jusqu'à présent, vous aviez un certain nombre de pays du Sud qui demandaient chaque année à leurs diplomates de demander qu'on mette à l'ordre du jour des questions de commerce international, qui, comme vous le savez sûrement, sont complètement gelées depuis des décennies à cause du fait que l'OMC ne fonctionne plus du tout. Les derniers cycles organisés par l'OMC sont complètement enterrés dans les sables. Donc il n'y a plus du tout de discussion internationale aujourd'hui sur le commerce international. Et donc ce que fait Trump, évidemment, est en train de bouleverser tout ça, et avec une facilité rendue encore plus grande, liée au fait que, de toute façon, la question est complètement paralysée au niveau des institutions internationales. Et donc là, pour la première fois, la COP a autorisé les diplomates à parler officiellement de commerce international dans le cadre de la COP. Alors de nouveau, il n'y a pas de traité qui est sorti, il n'y a pas de conclusion, mais je crois que c'est un pas absolument fondamental qui d'une certaine manière, pointe vers le fait que la COP est en train de devenir, au fond, le rendez-vous de la communauté internationale où on peut se parler. Et pas simplement du climat, de tout. Parce que tout est connecté au climat. Vous voyez, il y a cette prise de conscience-là qui, à mon avis, est intéressante. Et puis, dernier point, et j'ai vraiment fini. Bon, donc l'autre chose qui était attendue de la COP30, c'était le phasing out, comme on dit, du fossile, c'est-à-dire des engagements contraignants pris par les pays membres sur une trajectoire de sortie des énergies fossiles. Donc évidemment, les conjectures allaient bon train. Évidemment, la Chine ne va pas sortir du charbon demain matin, mais au moins on pourrait tous s'engager à sortir du gaz. Ou alors d'autres disaient, ben non, au contraire, le gaz, on en a absolument besoin pour la transition, donc on ne va pas sortir du gaz. Sortons d'abord du pétrole. Vous voyez, bon, il y avait ce genre de discussion. Finalement, rien n'a été obtenu, donc il n'y a pas eu du tout de stratégie de sortie de quelque fossile que ce fût. Pourquoi? Essentiellement parce que vous avez des représentants des lobbies fossiles qui étaient là et qui ont fait une pression extrêmement forte. Et puis les représentants des États-Unis, même si les États-Unis officiellement ne siégeaient pas, en vérité, des représentants de la Maison-Blanche étaient là pour bien faire comprendre à tout le monde qu'il était hors de question d'arriver à un accord sur la sortie des fossiles. Du coup, la Colombie et l'Irlande ont tapé du poing sur la table. Lula a mis toute son autorité, tout ce qu'il pouvait, pour essayer d'obtenir un accord sur la sortie des fossiles. Il a rallongé la COP d'une journée pour redonner une journée aux diplomates pour qu'ils puissent encore négocier entre eux, sans succès. Alors finalement, la Colombie et l'Irlande, soutenues en sous-main par le Brésil de Lula, ont dit, bah, si c'est comme ça, on va faire un contre-sommet. Un contre-sommet qui a eu lieu, là, la semaine dernière, donc qui était anticipé à l'automne dernier pour avoir lieu en avril 2026, sur la sortie des fossiles, qui ne soit dédié qu'à cette question-là, et duquel serait exclu complètement tous les représentants du lobby fossile. Ce sommet vient d'avoir lieu. Il n'a pas malheureusement conclu à une décision contraignante. De toute façon, il y avait un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas là. La Chine et les États-Unis n'étaient pas représentés, donc c'est quand même compliqué. Mais ils se sont donné rendez-vous de nouveau en avril 2027 pour continuer. Et il semble quand même qu'il y ait une véritable discussion qui se soit engagée. Alors, le risque, évidemment, c'est que du coup, on ait deux sommets en parallèle. L'un qui décrédibilise l'autre. Bon, ça, c'est un truc catastrophe. Mais l'espoir, c'est qu'on arrive à quelque chose de suffisamment intéressant et important du côté du contre-sommet pour qu'à la prochaine COP, on ne puisse pas l'ignorer. Et qu'au fond, les résultats obtenus dans ce contre-sommet où le lobby fossile est neutralisé puissent être réinjectés dans les négociations de la prochaine COP, de la COP 31, puis de la COP 32, puis de la COP 33. Vous voyez, c'est ça l'objectif. Et donc,
peut-être ça vous fait sentir la complexité en fait de la négociation, extrêmement contrainte, et disons les circonlocutions incroyables dans lesquelles tout ce petit monde-là est obligé, auquel tout ce petit monde-là est obligé de se livrer pour essayer d'obtenir quelque chose. Voilà, sur la TSI. Merci beaucoup.